Il était 10 ans. Eh, ma jolie, comme tu t'es perdue, le coin des civils, c'est à l'entrée principale. Ici, c'est un mess en service, réservé aux Marines. La voix portait jusqu'au fond de la salle. Elle était faite pour ça. Le sergent Tyler Brennan possédait un baryton de terrain de manœuvre et s'en servait comme un homme à qui personne n'avait jamais demandé de baisser le ton. 300 Marines remplissaient le réfectoire de camp Pendleton ce lundi-là, à 11 heures du matin. L'air était saturé d'odeurs, friture, café brûlé, cire à carrelage. Les plateaux s'entrechoquaient. Les rangers raclèrent le sol. Et tout au bout d'une longue table en acier, une femme en veste de campagne défraîchie et en jean, un simple cordon de visiteuse autour du cou, mangeait son repas comme si l'homme le plus bruyant de la pièce n'avait pas prononcé un seul mot. Elle ne leva pas les yeux. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait compté les issues avant qu'il termine sa première phrase. 2 portes, un comptoir de service, un couloir coupe-feu derrière la chambre froide à lait que personne n'empruntait. Elle s'était assise, dos au mur, avec un angle de vue dégagé sur les 2 sorties. Et elle avait choisi cette place comme d'autres choisissent un siège près de la fenêtre, sans y penser, parce que 38 années d'existence avaient appris à son corps à le faire à sa place. La fourchette montait. La nourriture descendait. Ses yeux, quand ils bougeaient lentement. Brennan s'approcha. 27 ans, bâti comme un homme qui vivait à la salle de musculation et voulait qu'on le sache. Il portait cette petite assurance des gens qui n'ont jamais rencontré quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas dominer à la voix. Du bout du doigt, il fit claquer le bord du cordon de visiteuse. Une touriste, lança-t-il à sa table, plus qu'à elle. 4 jeunes Marines y étaient installés, 3 rires sur commande. Il laissa flotter le mot, satisfait de sa propre formule. La salle était sa scène, et il était devenu depuis 2 ans, depuis ce matin où il avait remporté la ceinture de combat rapprochée du bataillon et décidé que cette victoire lui donnait le droit de régner sur l'unique pièce où chaque marine devait entrer 3 fois par jour. Il connaissait les cuisiniers par leur nom et les faibles par instinct. Une jeune recrue qui tenait sa fourchette comme un enfant. Un secrétaire qui sursautait à la moindre voix forte. Un sergent-chef sur le déclin qui faisait le détour pour éviter sa table. Brennan les collectionnait comme d'autres collectionnent les rancœurs, et il les dépensait pour faire rire. Aucun supérieur ne s'était jamais soucié de le freiner. La femme en veste de campagne n'était que la dernière pièce de sa collection. Il comptait bien en tirer 1 heure de déjeuner entière. Le 4e Marine, lui, ne rit pas. Le soldat de première classe, Danny Holloway, avait 19 ans, 3 semaines de sortie d'école d'infanterie, et cette immobilité prudente d'une jeune recrue qui avait déjà compris que rire du mauvais côté se payait. Il fixait son plateau. « Tu manges lentement pour une civile, » dit Brennan. Il posa une main sur la table, envahit son espace. « T'as au moins le droit d'être ici ? T'as un parrain ou t'as juste suivi l'odeur ?»« J'ai un badge, » répondit la femme. La voix était égale, sans précipitation. Elle n'avait pas haussé le ton pour répondre. Un badge. Il sourit à la cantonade. Elle a un badge. Il attendit la suite. Les hommes comme lui attendant toujours la suite, le rougissement, le petit rire nerveux, le signe que l'hameçon a mordu. Rien ne vint. La femme posa sa fourchette, l'aligna soigneusement le long du plateau, croisa les mains. Elle le regarda enfin, et il n'y avait rien sur son visage qu'il pût utiliser, ni peur, ni colère. Juste une attention plate, patiente. Le regard qu'on porte sur le temps qu'il fait. Une civile, d'après son expérience, faisait l'une de 2 choses sous cette pression. Soit elle pliait, les yeux au sol, et lui offrait la petite victoire. Soit elle se gonflait, citait un règlement à demi appris sur le harcèlement, et lui en offrait une plus grande encore. Celle-ci ne fit ni l'un ni l'autre. Elle soutint son regard, juste le temps nécessaire pour confirmer qu'il n'avait rien d'intéressant à proposer, puis laissa ses yeux glisser de nouveau vers son plateau. Et ce glissement, c'était l'insulte, sans qu'il sût pourquoi. Elle l'avait classé. C'était cette sensation, sans qu'il ait de mots pour la nommer. Il venait d'être soupçonné par quelqu'un dont c'était le métier, déclaré exactement conforme à ce qu'il paraissait, puis reposé. Cela le déstabilisa une demi-respiration. Il couvrit le trouble par le volume. « Bonne visite », lança-t-il. Il abattit la main sur la table, assez fort pour faire sursauter sa brique de lait, et s'éloigna en riant.
Près de la machine à café, le major-chef Frank Whitaker avait cessé de se servir. Whitaker avait 50 ans. Il était marine depuis avant que Brennan ne sache lire. Chef des opérations du bataillon, le genre de sous-officier supérieur qui savait où tous les cadavres étaient enterrés parce qu'il en avait creusé quelques fosses lui-même. Il ne regardait pas Brennan. Brennan, il l'avait vu 1000 fois. Il regardait la femme sans pouvoir dire pourquoi, sauf que quelque chose dans la manière dont elle avait cartographié la pièce, avant même de lever sa fourchette, s'était accroché à un vieux souvenir. Un souvenir sans image, juste une sensation, et un son qu'il n'arrivait pas à situer. Il fit un pas vers la table, le nom remonta d'un demi-centimètre, comme remonte un mot qu'on cesse d'aller chercher. « Major-chef ». L'officier de service du bataillon était à la porte, un porte-bloc à la main. « J'ai besoin de vous pour le décompte du champ de tir. » Whitaker leva un doigt. Il regarda à nouveau la femme. Elle avait repris sa fourchette. Le souvenir glissa sous la surface et disparut. Il sortit. À la porte, il se retourna une dernière fois. Il ne parvenait toujours pas à nommer la chose, mais elle avait un poids, désormais. Le poids d'un détail dont on sait qu'on s'en souviendra à 3 heures du matin. Et il l'emporta dehors avec lui, dans le reste de sa journée. La femme termina son repas. Elle débarrassa elle-même son plateau, essuya sa place d'un coup de serviette et sortit en passant devant la table de Brennan sans un regard. Holloway la regarda partir. La brique de lait qu'elle avait redressée du bout de 2 doigts, parfaitement centrée, comme si l'ordre était une habitude qu'elle ne pouvait pas désactiver, la regarda aussi. Le lendemain, elle revint. Midi. La salle était à son maximum quand le jeune homme, 2 tables plus loin, cessa brusquement de faire du bruit. Holloway riait à quelque chose, un morceau de poulet grillé à demi avalé, et puis le rire s'accrocha, se transforma en rien. Pas de tout, pas de sifflement, juste un jeune marine, les 2 mains à la gorge, le visage virant à la couleur du mastic, les yeux écarquillés et glissant vers la panique. Les marines autour de lui se levèrent à demi. L'un lui tapa dans le dos, incertain. Un autre prononça son prénom comme une question. Brennan, 2 places plus loin, se retourna avec son plateau dans les mains et se figea. Parce qu'un homme qui terrorise une salle pour s'amuser ne sait absolument pas quoi faire quand la salle a réellement besoin de quelque chose. La femme, elle, était déjà en mouvement. Elle traversa 4 mètres avant que Brennan ait posé son plateau. Elle ne courut pas. Elle arriva. Une main trouva le plat du sternum de Holloway, l'autre passa sous ses bras, et elle le sortit du banc d'un seul mouvement de pivot, son propre appui resté bas et carré. 5 poussées abdominales, sèches, vers le haut, les lèvres bougeant sur un décompte que personne ne pouvait entendre. Le morceau de poulet se libéra au 4e. Elle le retourna, lui balaya la bouche d'un doigt recourbé, puis posa 2 doigts sous l'angle de sa mâchoire, lisant son pouls, surveillant ses pupilles, parlant tout du long d'une voix basse et égale, qui ne changea pas de hauteur une seule fois. « Ça va. L'air passe. Regarde-moi. Petite gorgée quand je te le dis, pas encore. Regarde-moi. » 30 secondes, du début à la fin. Peut-être moins. La salle s'était tue autour du petit îlot que cela formait. Holloway aspira une respiration qui tremblait, puis 1 seconde, et la couleur reflua sur son visage en un coup qui lui fit attraper la table. La femme le rassit doucement sur le banc. Elle glissa un verre d'eau devant lui et posa la main bien à plat entre ses omoplates. Petite gorgée, 4 temps à l'inspiration, 4 à l'expiration. Tu vas bien. Tu vas sentir ça dans la gorge pendant 1 journée, c'est normal. Madame, lança un sergent-chef arrivé en retard et essoufflé, son carnet déjà à la main, ce réflexe de tout marine supérieur de tout consigner par écrit. Madame, votre nom ? Il faut que je le mette dans la note de service. Il n'y a rien à mettre dans la note de service, répondit-elle. Elle rassemblait déjà son propre plateau. Il a avalé de travers, il va bien. Surveille-le pendant qu'il boit. Mais surveille-le pendant qu'il boit. Elle le dit avec douceur, et la conversation s'arrêta là. La salle expira autour du petit îlot. Le sergent-chef qui dirigeait la chaîne de service, arrivé en courant depuis les comptoirs chauds, parvint juste à temps pour n'avoir rien à faire. Il resta planté là, son torchon sur l'épaule, et regarda une inconnue lui rendre son marine, respirant. Un cuisinier se pencha par la lucarne. Un caporal à moitié levé se rassit lentement. Holloway tenait son verre d'eau à 2 mains, et le tremblement s'apaisait.
Il lançait des regards furtifs à la femme, comme on regarde quelque chose dont on n'est pas certain que ce soit réel. Quelqu'un, à la table d'à côté, dit « Putain, c'était rapide !» et quelqu'un d'autre ne dit rien, parce qu'il n'y avait rien à ajouter. L'événement entier avait duré moins de temps qu'il n'en faut pour lasser une botte, et il avait déplacé quelque chose dans la pièce qui ne reviendrait pas à sa place. Elle rapporta son plateau à la table du fond, s'assit, reprit sa fourchette. En moins d'1 minute, elle mangeait à nouveau, sans hâte, comme si la dernière demi-minute avait appartenu à une autre femme qui était sortie de son corps, puis revenue s'asseoir à sa place. Brennan ne pouvait pas laisser passer ça. Il venait de voir une civile accomplir en 30 secondes ce devant quoi il s'était figé, et il avait senti chaque regard de sa table enregistrer le fait. L'arithmétique de toute son identité n'autorisait pas que cela fût vrai. Alors il réécrivit. Il se rassit, à nouveau bruyant, et expliqua à sa table que c'était de la chance. « Détendez-vous, dit-il, agitant la main. N'importe qui peut taper dans un dos. Tu cognes assez fort entre les omoplates, la bouffe remonte. Elle est tombée sur une jeune recrue. Point. N'en faites pas une affaire. » Mais ces jeunes Marines ne le regardaient pas. Ils regardaient la femme à la table du fond et Holloway, qui buvait son eau à petites gorgées, 4 temps à l'inspiration, 4 à l'expiration, exactement comme elle lui avait dit. Le sergent-chef restait debout au milieu de la salle, le stylo au-dessus d'une page vierge. Il avait son visage. Il avait 30 secondes d'assurance auxquelles il repenserait pendant 1 semaine. Et il n'avait rien à écrire, parce que la femme était partie avant qu'il ait obtenu un nom. Il n'avait rien. Le sauvetage avait eu lieu et avait effacé son propre auteur. La seule preuve qu'il s'était produit était un jeune homme de 19 ans respirant prudemment 2 tables plus loin, et une fourchette qui montait et descendait au fond de la salle, comme si rien dans la pièce ne pouvait atteindre la personne qui la tenait. Brennan était un instrument simple, et chez un instrument simple, la honte ressort en cruauté. Il ne pouvait pas laisser le mess croire qu'une civile l'avait surclassé. Alors pendant les 2 jours suivants, il transforma la pièce en scène et lui inventa un sketch récurrent. Chaque fois que la femme entrait, sa table lançait des applaudissements moqueurs et lents. Quelqu'un criait « La toubib » en fausset. Il disait aux jeunes recrues sur la chaîne de service assez fort pour porter de ne pas s'asseoir près de la touriste de peur d'attraper le civil. C'était petit, c'était implacable. Et ça fonctionnait comme ces choses-là fonctionnent toujours. Personne ne se joignait à lui, et personne ne le faisait taire non plus. Le silence de 300 personnes est une autorisation à part entière. Ça s'amplifia sur 2 jours. Le premier, il s'en tint aux applaudissements lents et aux fausset. Le second, il s'enhardit, parce que l'audace qui reste impunie s'enhardit toujours davantage. Il se mit à la commenter en chroniqueur sportif de petites cruautés, décrivant ses choix de plateau à la pièce, lui inventant une histoire dans laquelle elle était tour à tour une journaliste ratée, une huissière, puis une femme échappée d'un fourgon de maison de retraite. Les jeunes de sa table riaient de moins en moins. Mais ils riaient, et le rire était le carburant. Un caporal du nom de Reyes, qui avait une conscience mais peu de colonne vertébrale, croisa le regard de la femme un instant à travers la salle et fut le premier à détourner les yeux. Honteux. Ce petit échec privé fut son propre verdict silencieux sur la pièce entière. Brennan s'en prit aussi à Holloway, parce que Holloway était la cible facile, et il le savait. Attention, Holloway. Il l'avait coincé sur la chaîne de service le 2e jour, la voix calibrée pour la salle. À force d'adopter des chats errants, les gens vont se demander quel genre de marine tu es. Faut une civile pour te sauver d'un nugget de poulet. Qu'est-ce qui se passera quand quelqu'un te tirera vraiment dessus ? Holloway fixa son plateau et ne répondit rien. Ses oreilles étaient écarlates. La femme se trouvait à 1 mètre derrière eux dans la file. Elle ne dit pas un mot de la veille. Elle ne regarda pas Brennan. Elle porta simplement son plateau jusqu'à la table vide de Holloway, posa son café en face de lui, s'assit et resta. 2 minutes. Un mur tranquille de veste de campagne et de silence patient entre le gamin et le sergent. Elle parla de rien, du temps qu'il faisait, de savoir si le café était toujours aussi mauvais. Quand elle se leva, Brennan avait dérivé vers une table plus bruyante et Holloway se tenait un peu plus droit. Rien n'avait été dit sur rien. À la table d'à côté, un officier étranger en visite perdait pied face à un formulaire de remboursement de frais en anglais. C'était un commandant jordanien.
en mission de liaison de 2 semaines, et il marmonnait contre le papier dans sa propre langue, certain que personne ne le comprenait. La case que vous cherchez, c'est le code per diem, lança la femme, sans lever les yeux de son assiette. Elle l'avait dit en arabe, l'arabe levantin, rapide, propre, idiomatique, l'accent poli par l'usage. En haut à droite, il la cache exprès. La tête du commandant se releva. Il la remercia, surpris, dans la même langue. Elle hocha la tête et retourna à ses œufs. 2 marines au bout de la table échangèrent un regard. Brennan, à l'autre bout de la salle, n'entendit rien. Elle ouvrit alors un petit carnet. Pas avec colère, méthodiquement. Elle nota la date, l'heure, les noms quand elle les avait, les descriptions quand elle ne les avait pas. Ce qui avait été dit, à qui avait ri, qui ne l'avait pas fait. Le stylo glissait par petits traits précis, puis s'arrêta. Arrêtez-vous là un instant, restez avec ça. 300 Marines dans cette salle, 300. Un de leurs propres instructeurs s'acharne sur une inconnue, et un jeune soldat pour s'amuser, jour après jour, et pas une seule personne ne se lève. Si ça résonne mal, dans votre poitrine, si ça vous sert quelque chose là, gardez-le. Ne le lâchez pas. Vous en aurez besoin plus tard. Et quand le moment viendra, vous saurez quoi en faire. La femme reboucha son stylo. Elle ferma le carnet. Elle leva les yeux. Son visage n'avait pas bougé d'un degré. C'était cette part-là qui aurait dû terrifier Brennan, la platitude absolue d'une personne qui ne tient pas les comptes par colère, mais simplement pour tenir le registre droit, parce que le registre allait compter, et elle le savait. Lui ne le vit pas. Il était à 3 tables de là, racontant une histoire avec les mains. Il ne le vit pas, et donc il ne s'arrêta pas. Le carnet retourna dans la poche intérieure de la veste de campagne défraîchie, et la femme acheva son café. Le 5e jour, Brennan cessa de jouer la comédie et se mit à porter plainte. C'était une forme plus rusée du même instinct, et ça faillit fonctionner. Il entra au poste de service du bataillon, à 9h du matin, et signala une civile non escortée qui errait dans des zones sécurisées toute la semaine, refusait de donner son nom, et qu'il soupçonnait de photographier des Marines. Rien de tout ça n'était vrai dans le sens qui comptait, et tout ça l'était suffisamment sur le papier. L'officier de service du bataillon était un lieutenant avec 6 mois de flotte, noyé sous une garde qu'il ne comprenait pas. Quand un sergent à l'allure carrée lui mit sous le nez une plainte avec une mention de sécurité, il signa la demande de suspension d'accréditation de la visiteuse sans poser une seule question, parce que signer allait plus vite que réfléchir. Et la file derrière Brennan était longue. Le drapeau entra dans le système. Un jeune secrétaire, le caporal Carver, 21 ans, le saisit. Accès visiteur en réexamen, en attente d'escorte. Carver n'aima pas ce qu'il tapait. La plainte n'avait aucune substance quand on la relisait. Photographie de Marines, disait-elle, mais sans aucune photo citée, aucun témoin sauf Brennan, aucune heure, aucun lieu assez précis pour être vérifié. C'était la forme d'un rapport, sans le poids d'un rapport. Mais un sergent avait signé de son nom, un lieutenant avait contresigné, et un caporal ne défait pas 2 grades au-dessus de lui un mardi. Alors Carver saisit, et se dit que ça finirait par se trier. Le système l'accepta sans broncher. Les systèmes acceptent toujours. C'était cette part-là qui l'inquiéterait plus tard, la facilité avec laquelle un vrai nom pouvait être transformé en signalement par 2 signatures, et un officier apeuré, la manière dont la machine ne demande jamais si rien de tout cela est vrai. L'après-midi, la femme fut arrêtée à la porte du réfectoire par un jeune caporal poli, manifestement gêné, qui expliqua que son badge avait été marqué et qu'elle devait attendre à l'extérieur des espaces du bataillon le temps que la situation soit éclaircie. Elle ne discuta pas. C'était cette part-là dont Carver se souviendrait plus tard. Les civils discutent. Les civils exigent d'un supérieur, citent des règlements qu'ils ont à demi lus. Cette femme se contenta d'un seul hochement de tête, comme on accuse réception d'un ordre, pas d'une demande. C'est à la porte, en attendant, qu'elle fit le petit geste. Une sentinelle anti-incendie se tenait près de l'entrée. Un jeune soldat, son fusil mal en bandoulière, la bouche du canon dérivait, le drapeau de chambre manquait dans la fenêtre d'éjection. La plupart des gens n'auraient rien vu. La femme le vit comme on voit un regard qui ne devrait pas être posé sur soi. Elle s'avança, parla bas. Une seule phrase, pas une correction, plutôt un fait qu'on tend discrètement. « Marine, votre arme est dans un état dangereux. Bandoulière, canon vers le bas. Mettez un drapeau de chambre avant que votre sergent ne le fasse pour vous. »
Le soldat regarda son propre fusil, surpris, et corrigea le tout. Il dit « Oui, madame », avant même d'avoir décidé de le dire. Carver passait avec une pile de dossiers, il entendit et ralentit. Ce n'était pas comme ça que parlait une civile perdue, ce n'était pas le vocabulaire d'une touriste. État dangereux, drapeau de chambre. Les mots s'accordaient mal au cordon de visiteuse, et l'inadéquation se logea dans la tête de Carver, et s'y installa. La femme ne fit pas d'histoire pour le badge. Elle signa le formulaire de réexamen d'accès que le caporal lui tendit, demanda une copie, la glissa dans le carnet avec le reste. Puis elle sortit vers le parking, se tint près d'une berline de location et passa un coup de fil court depuis son propre téléphone à un numéro qu'elle ne dit pas à voix haute. Elle parla moins d'1 minute et raccrocha. À la fin de la journée, le tampon revint à travers le système, accès révoqué en attente d'escorte. Sur le papier, la commandante entrante du 2e bataillon, 4e Marines, venait d'être interdite d'accès à son propre bataillon par un caporal et un lieutenant apeuré sur la parole d'un instructeur d'arts martiaux. La femme lut le tampon sur son téléphone, dans le parking. Elle replia la page le long de son pli ancien. Elle ne dit rien du tout, et ce silence fut la chose la plus bruyante qu'elle eût faite de toute la semaine. Le major-chef Whittaker n'arrivait pas à dormir. Le souvenir du réfectoire ne le lâchait pas. Il remontait à des heures bizarres. Au volant, sous la douche, cet accrochage de quelque chose de familier dans la manière dont la femme avait bougé. Le 7e soir, il était seul dans le bureau des opérations du bataillon, passé 22 heures, et au lieu de rentrer chez lui, il sortit le manifeste des visiteurs. Il trouva sa ligne. Le nom était signalé avec une mention de nom de jeune fille, comme le sont les dossiers quand quelqu'un a été porté sous plusieurs noms au fil d'une carrière. À côté se trouvait un code de parrainage du ministère de la Défense que Whittaker connaissait, parce qu'il avait passé 4 ans attaché à une force interarmée et avait appris à lire les codes discrets qui signifient que la personne à laquelle ils sont attachés n'apparaît pas dans les endroits ordinaires. Il s'adossa à son siège, et le souvenir remonta enfin entièrement parce qu'il avait maintenant un crochet où s'accrocher, 2019, est de l'Irak. Une équipe de 4 hommes coincés dans une cour, un mur s'effondrant autour d'eux, les radios saturées de panique. Et puis une voix qui passait à travers tout ça. Une voix de femme, plate, lente, certaine. La chose la plus calme, à 400 km/h, à la ronde. Il n'avait jamais vu son visage. Il avait 29 ans. Il saignait. Il était certain qu'il allait mourir contre ce mur. Et la voix les avait fait sortir, un mouvement à la fois. Et la voix avait un indicatif. Il se souvenait des détails, comme on se souvient des pires nuits, la manière dont la voix ne montait jamais, la manière dont elle leur donnait une tâche à la fois, jamais 2. Parce que 2, c'était comme ça que les hommes paniqués se figeaient. Avance jusqu'au muret. Bien. Maintenant la brèche, à mon décompte. 3, 2, avance. Il se souvenait d'avoir cru à cette voix comme un noyé croit à une corde, de tout son corps, avant même que son esprit ait voté. 4 hommes étaient entrés dans cette cour, et 4 hommes en étaient ressortis. Et pas un seul n'avait jamais rencontré la propriétaire de la voix, parce que c'était comme ça que ça fonctionnait, à ce niveau. Les gens qui vous sauvent restent des fantômes. Il avait passé 7 ans à supposer que la voix appartenait à quelqu'un de mort depuis longtemps, ou à la retraite depuis longtemps, ou enseveli sous une classification qu'on ne lèverait jamais devant lui. Il n'avait jamais, pas une seule fois, imaginé qu'elle pût manger des œufs reconstitués à 12 mètres de sa machine à café pendant qu'un sergent la traitait de touriste. Il le dit à voix haute, à la pièce vide. Ironclad 6. Il fit remonter la vidéosurveillance du couloir, parce qu'une partie de lui avait déjà à demi décidé, et voulait avoir tort. C'était là, daté. Brennan donnant un coup d'épaule délibéré à la femme, dans le couloir, plus tôt dans la semaine. Une chose voulue, déguisée en accident. Et la femme absorbant le choc, sans trébucher, pas même un demi-pas. Son centre de gravité restait sous elle. Son poids se redistribuait dans l'espace même du contact, et elle continuait de marcher comme si une porte lourde lui avait été poussée dessus et qu'elle s'était contentée de la laisser passer. Whittaker rembobina. Il regarda 2 fois. Ce genre de choses ne s'apprend pas à la salle de musculation. Ça s'apprend par des années d'hommes qui essaient de vous mettre à terre et qui n'y arrivent pas.
Il décrocha son téléphone et appela un sergent-major à la retraite avec qui il avait servi au régiment. Un homme qui n'avait désormais plus accès à rien et qui savait tout. Il posa une seule question qu'il n'avait aucun droit de poser. « Fais-moi plaisir », dit Whittaker à voix basse, la porte du bureau fermée. « Ironclad Six, ça te dit quelque chose ?» Un silence. « Ouais, j'attends. » Un silence plus long. Sa main libre remonta et se plaqua contre sa propre bouche. « Tu es sûr que c'est la même, et tu me dis qu'elle est sur le sol américain en ce moment? Tu es sûr ?» Il reposa le téléphone très précautionneusement, comme on repose quelque chose susceptible d'exploser. Voilà où en étaient là les deux moitiés de cette histoire, ce soir-là. D'un côté, un sergent qui démolissait une inconnue pour s'amuser, jour après jour, certain du sol sous ses pieds. De l'autre, à 3 bâtiments de là, un major-chef qui tenait un nom auquel il arrivait à peine à croire. Un nom attaché à la voix la plus calme qu'il eût jamais entendue dans la pire nuit de sa vie, se demandant, mon Dieu, comment il était censé dire ce nom à voix haute et à qui. Restez avec moi dans cet écart, sentez sa largeur, parce qu'il est sur le point de se refermer, et quand il se referme, il va se refermer d'un seul coup. Whittaker regarda le manifeste, le nom de jeune fille signalé, le code de parrainage, le tampon d'accès révoqué qu'un lieutenant trop jeune avait signé. Il prononça l'indicatif une fois de plus, à voix basse, pour personne. Puis il attrapa sa casquette et ses clés et partit chercher un colonel. Elle passa cette dernière nuit avant que tout n'éclate dans une chambre louée au bord de la Highway 17, un endroit dépouillé, motel ordinaire. Le lieutenant-colonel Claire Sutton était assise au bord du lit, un étui plat noir ouvert sur la couverture devant elle. À l'intérieur, sur une mousse sombre, reposait une Navy Cross, un mot plié devenu doux au plieur, à force d'avoir été manipulé. Une photographie de 5 opérateurs sur un toit, plissant les yeux sous un soleil blanc et dur, jeunes de cette manière dont seules les personnes sur le point de perdre quelqu'un sont jeunes. Elle était venue tôt, en civil, exprès. On n'apprend pas un bataillon en présentation de diapositives. On ne l'apprend pas dans la version soignée que l'état-major montre à une commandante entrante, tout en sol propre et en réponse répétée. On l'apprend à la chaîne de la cantine. À qui rit quand une jeune recrue s'étouffe, et à qui bouge. À quel sergent dirige une pièce pour s'amuser, et à quel major-chef surveille la porte. Elle avait voulu savoir ce que ces marines étaient avant qu'ils ne sachent ce qu'elles le guettaient. Maintenant, elle le savait. La majorité de ce qu'elle avait vu était bon, et une partie allait exiger un règlement de compte. C'était le métier. Ça avait toujours été le métier. Et il y avait eu du bon, beaucoup de bon, bien plus de bon que de pourri. Elle avait vu un caporal dans la file payer discrètement le repas d'une jeune recrue dont la carte avait été refusée, et écarter d'un geste les remerciements. Elle avait vu le sergent-chef de la chaîne de service apprendre le nom de chaque marine de sa section et l'employer. Elle avait vu Whittaker tenir son bureau comme un homme qui croit encore que le travail compte, tard, quand il pensait que personne ne regardait. Un bataillon n'est jamais une seule chose. C'est quelques centaines de personnes qui font de leur mieux et de leur pire dans le même bâtiment. Et tout l'art du chef est de savoir lequel est lequel, avant que cela ne coûte à quelqu'un. Il lui avait fallu 9 jours en civil pour apprendre la forme de celui-ci. Et la forme était saine, avec une articulation défectueuse qu'on avait laissé se ressouder de travers. Et les articulations défectueuses ne guérissent pas seules. Il faut bien que quelqu'un les recasse. Ça aussi, c'était le métier. Ses yeux glissèrent vers la photographie et y restèrent. Est de l'Irak, le complexe en bordure d'une ville morte, 2 membres d'équipage de la coalition tombés à l'intérieur du périmètre et une équipe de Marines coincée dans la cour. Son propre élément sur le toit d'un bâtiment de l'autre côté de la rue, toute la nuit qui se déréglait d'un coup. Elle avait 36 ans, et elle avait été la voix calme, parce qu'il fallait bien que quelqu'un le soit. Le calme est une décision qu'on reprend encore et encore pendant que son propre pouls essaie de vous en dissuader. 23 minutes, 400 mètres de mauvais terrain, 6 âmes à ramener, et elle en avait ramené 5 à son décompte, mur après mur. Une respiration à la fois. Ironclad Six, j'ai votre voix, bougez à mon compte, 3, 2, bougez. Elle l'avait dit tant de fois cette nuit-là, ça avait cessé d'être des mots, c'était devenu un métronome.
et des hommes étaient sortis d'une zone de mort sur ce battement. La 6e âme avait été le sergent-major Rafael Vega. Il était reparti. Il restait un homme à l'intérieur, un membre d'équipage blessé qui ne pouvait pas marcher. Et Vega y était retourné par la brèche pour le chercher avec ce sourire qu'il avait. Ce sourire qui disait qu'il savait déjà comment ça finissait, et qu'il y allait quand même. Il avait amené le navigant jusqu'au mur. Il n'en était pas ressorti derrière lui. Le mur avait pris un tir de RPG une demi-seconde après que le navigant l'avait franchi. Sutton était sur le toit d'en face avec toute la rue dans son casque. Elle avait senti l'explosion dans ses dents avant de l'entendre. Et puis le réseau avait eu un trou là où la voix de Vega aurait dû être. Elle avait pressé la radio. Elle avait prononcé son indicatif, une fois à plat, comme tout ce qu'elle disait cette nuit-là. Et il n'y avait pas eu de réponse. Un deuxième appel aurait dit à chaque homme sur ce réseau ce que signifiait le silence. Alors elle n'avait pas refait l'appel. Elle avait tenu la ligne, elle avait donné la tâche suivante à l'homme suivant. Elle avait ramené le navigant, l'équipe de feu et ses propres hommes à travers 400 mètres de mauvais terrain sur une voie qui ne leur avait pas une seule fois laissé entendre ce qu'il en coûtait de la tenir plate. Elle en avait ramené 5. Elle était retournée chercher le 6e elle-même, après, une fois tout terminé. Et elle avait porté ce qu'il restait de lui en travers de ses propres épaules, dans le gris d'avant l'aube. Sutton avait porté elle-même l'indicatif de Vega sur le réseau, dans la même voie plate, parce que la voix était la seule chose qui lui restait à donner aux autres. La briser aurait tué plus d'un homme. Elle ne l'avait pas brisée. Elle avait fini le décompte. Elle avait ramené les autres à la maison. L'indicatif était à elle sur le papier. La Navy Cross était à elle dans un étui, et dans le seul registre qui lui importait, les deux appartenaient à Rafael Vega, qui était reparti. Elle ne pleura pas. Elle avait pleuré ses larmes des années plus tôt dans une autre chambre. Cela ne l'avait pas ramenée, et cela n'avait pas été une chose qu'elle pouvait se permettre une deuxième fois. Elle posa 2 doigts sur son visage, sur la photographie. Léger, comme on touche quelque chose qu'on ne veut pas marquer. Puis elle referma l'étui, régla son réveil sur 5 heures. Éteignit la lumière. Le réfectoire ne savait rien de tout cela. Le réfectoire connaissait une touriste avec un badge signalé. Le lendemain serait le 9e jour, et le 9e jour serait celui où l'homme déciderait qu'un badge signalé signifiait que les règles ne s'appliquaient plus du tout à elle. Midi. La salle pleine. Sutton avait été escorté à l'intérieur par un sergent-chef compatissant qui trouvait toute cette histoire de signalement absurde, et le disait, juste pour qu'elle puisse manger, son cordon toujours marqué en réexamen. Brennan vit le signalement de loin et le lut comme un homme tel que lui lit toujours tout, comme un permis. Le règlement avait un trou au nom de cette femme, et il comptait bien y passer. Il l'attendit au bout du comptoir de service, là où toute la salle pouvait voir, et il se mit à parler. Les civils qui se croyaient spécial, les civils qui n'écoutent pas, les civils à qui il faut montrer où est la ligne. Le monologue déroulait, théâtral, laid, sa table grimaçant, un sourire derrière lui. Et puis il fit tomber le plateau d'un coup. Il heurta le sol, et la nourriture vola partout, œufs et sauces sur le carrelage propre, le plateau tournant sur sa tranche avec un bruit qui remplit le silence, qui s'abattit sur la pièce. La salle se figea. Même la table de Brennan cessa de sourire. Un plateau sur le sol d'un mess en service est un son que tout le monde connaît, et que tout le monde déteste. Il attire toutes les têtes de la pièce par réflexe. 300 visages se tournèrent. Les fourchettes s'arrêtèrent. Le sergent-chef de la chaîne de service se redressa derrière le comptoir, chaud, son torchon glissant de son épaule, sentant le changement avant d'en voir la cause. Une respiration entière, l'homme le plus bruyant du bataillon, eut enfin tout le public qu'il avait toujours voulu. Et pas une seule personne ne riait. La femme regarda le désordre par terre. Puis elle le regarda, droit dans les yeux, et ne dit rien. Et ce silence-là le mit plus en rage que tout ce qu'elle aurait pu dire. À la table d'à côté, le commandant jordanien était debout, un mot sec en arabe, prêt à intervenir. Sutton lui répondit dans la même langue, 2 mots seulement, calme et absolu. Et le commandant se rassit. « Stand down » repos. Brennan entendit une langue qu'il ne connaissait pas sortir de la bouche de la touriste, paisible comme une porte close, et cela alluma en lui quelque chose qui couvait depuis toute la semaine. « Tu sens ça »
Il avança sur elle. C'est ce que les civils récoltent quand ils n'écoutent pas. Tu te crois mieux que cette pièce ? Souris-moi, touriste. Vas-y. Souris. Il la frappa. Main ouverte, fort, en travers du visage, assez fort pour lui faire tourner la tête et pour que le claquement traverse la salle silencieuse. Il rit, à demi tourné vers sa table, jouant le rire, le vendant. Elle absorba le coup. Son centre de gravité ne se rompit pas. Sa tête tourna avec la force du coup, revint, et son poids resta exactement là où elle l'avait posé. Et elle ne leva pas la main. Elle ne leva pas la main. Une femme qui avait mis des hommes adultes à terre dans 3 pays prit une gifle ouverte en travers du visage d'un instructeur de 27 ans, la laissa atterrir et resta debout. Parce que l'arithmétique qu'elle faisait n'avait rien à voir avec lui, et tout à voir avec 300 témoins et un registre qui était presque complet. Elle s'accroupit. Elle ramassa le plateau, elle le posa sur le rail, puis elle se redressa, elle le regarda, et elle sourit. C'était petit, presque privé, presque doux. Le sourire de quelqu'un qui vient d'entendre la dernière pièce d'un puzzle s'enclencher. Il n'y avait rien de triomphant dedans. Il n'y avait que de la certitude. Très bien, sergent Brennan. Son nom, calme, la première fois qu'elle l'utilisait de toute la semaine. Et elle l'utilisait comme on lit un nom sur une page qu'on a déjà écrite, comme si elle l'avait quelque part à l'encre, et n'en confirmait que l'orthographe. Le rire mourut dans la gorge de Brennan pendant une demi-seconde. Quelque chose de froid lui remonta dans la nuque. Il ignorait ce que ce sourire signifiait. Il ignorait comment elle connaissait son nom, ou pourquoi elle l'avait dit ainsi, comme un verdict. Il se dit que ça ne voulait rien dire. Il se dit que c'était une civile battue qui faisait bonne figure. Il reprit son rire, se détourna et laissa sa table le porter à sa place. Il se trompait sur le sourire. Il avait jusqu'au lendemain pour comprendre à quel point. Midi, le 10e jour. La salle était pleine, bruyante, ordinaire, quand la porte s'ouvrit et que le commandant régimentaire entra. Le colonel David Calloway n'était pas censé être remarquable ce jour-là. Il faisait une visite préparatoire avec le sergent-major du bataillon, le genre de choses qu'un colonel fait avant un changement de commandement. Poser les yeux sur les locaux. Il entra à grandes enjambées, parlant. Et la salle fit ce que font les salles à l'apparition d'un colonel. Une vague de dos qui se redresse et de voix qui baisse. Le major-chef Whittaker attendait exactement ce moment. Il avait passé une nuit blanche et une matinée méticuleuse. Il avait passé les coups de fil. Il avait remis à un colonel un nom, un manifeste et un extrait de vidéosurveillance, et il avait demandé une seule chose, le droit d'être celui qui le dirait. Et on le lui avait accordé. Désormais, il se mit debout, et sa voix monta du fond de sa poitrine avec 30 ans d'estrade de défilé derrière elle, et elle remplit le réfectoire d'un mur à l'autre. « Attention sur le pont !» 300 Marines se mirent debout par réflexe, les bancs raclèrent, les plateaux furent oubliés. Et Whittaker ne s'arrêta pas là. Il se tourna vers la table du fond, vers la femme en veste de campagne défraîchie, avec son cordon signalé et la trace encore faible sur sa joue, et sa voix, pour la première fois depuis des années, se cassa. « Madame. » Il se mit au garde à vous face à elle. « Ironclad 6, c'était vous à la radio. Et de l'Irak, la cour, c'était vous tout le long, c'était toujours vous. » Le colonel Calloway traversa la pièce. Il s'arrêta devant la femme en civil, lui rendit un salut militaire, lent et exact, et parla pour que toute la salle entende chaque mot. « Marines, votre commandante entrante, le lieutenant-colonel Claire Sutton, régiment des Marine Raiders, Navy Cross. Elle mange dans votre messe depuis 9 jours. » Ses yeux balayèrent une fois, durement, la table de Brennan. Vous ne trouverez pas meilleur officier à suivre, et certains d'entre vous ont beaucoup de comptes à rendre. La pièce ne se tut pas. Elle s'arrêta. 300 Marines pris en pleine bouchée, fourchette à mi-chemin, mâchoire à mi-chemin. Toute la mécanique d'un réfectoire bondé figé entre un battement de cœur et le suivant. Une brique de lait basculait au bout d'une table, et personne ne tendait la main pour la rattraper. Les applaudissements moqueurs des jours précédents avaient pris la couleur du carrelage. Holloway était debout avant la fin de l'ordre, au garde à vous. La gorge qui travaillait, les larmes aux yeux sans qu'elles tombent. Le sergent-chef qui l'avait escorté à l'intérieur, ce matin-là, celui qui avait trouvé cette histoire de signalement absurde et l'avait dit, se tenait très droit,
regardait le sol et faisait un calcul rapide et douloureux sur chaque mot qu'il lui avait adressé toute la semaine, trouvant la plupart acceptables et un ou deux à reprendre. Le commandant jordanien était debout avec les autres et il comprenait à présent les 2 mots arabes qu'elle lui avait donnés la veille, et sa mâchoire se serrait. Reyes, le caporal qui avait détourné les yeux par honte, se tenait debout, le menton relevé, les yeux humides, content pour une fois de n'avoir fait que rire et de ne s'être jamais joint. Et le sergent-chef qui avait enterré les rapports de harcèlement se tenait là, sentant le sol pencher sous lui, parce qu'il voyait déjà où ça allait. Et ça allait droit à travers lui. Sutton se leva du banc d'un seul mouvement, pas une main sur la table, pas de poussée, pas de levier, juste l'élévation contrôlée d'un corps qui s'est dressé sous la charge 10 000 fois dans le noir. Et chaque marine de la salle, qui avait passé la semaine à se dire qu'elle était une civile, la regarda se lever et comprit d'un coup qu'ils avaient tout lu de travers. Elle rendit son salut au colonel. La géométrie en était scolaire, la même économie de mouvement qu'ils l'avaient tous vu employer pour dégager des voies plus respiratoires, remettre droit une brique de lait et absorber un coup d'épaule. Et maintenant, enfin, dans le contexte, ils pouvaient la lire. Tout cela avait été sous leurs yeux pendant toute la semaine. Le visage de Brennan passa par toutes ces attestations, une à la fois. Le rictus, d'abord, le réflexe qui essayait encore, puis la confusion, le rictus qui glisse, puis l'incrédulité, la tête qui fait un petit mouvement de dénégation. Non, non, ce n'est pas. Puis la reconnaissance, la compréhension complète arrivant comme une vague qui s'écrase contre une digue. La touriste qui l'avait giflé en travers du visage devant 300 témoins était la commandante entrante de son bataillon et récipiendaire de la 2e plus haute décoration de la nation pour fait de bravoure. Puis l'horreur, pure et totale, le sang quittant son visage d'un seul coup. 2 gendarmes étaient déjà à la porte. Whittaker avait passé ce coup de fil la veille au soir, la même soirée où il avait dit l'indicatif à un bureau vide. Ils traversèrent dans la salle silencieuse et saisirent le sergent Tyler Brennan par les bras. Il ne résista pas. Il n'y avait plus rien en lui pour résister. Ils le firent en sortir. Les seuls sons dans une pièce conçue pour 300 furent un unique plateau reposé trop lentement contre un rail d'acier et le soupir pneumatique doux de la porte se refermant derrière Brennan. Personne ne mangeait, personne ne respirait. La femme que l'homme avait frappée se tenait au centre de la pièce, avec une trace faible sur la joue et un salut de colonel encore en suspens dans l'air, et la pièce enfin l'avait entièrement vue. Ensuite, ça alla vite, ça va toujours vite, une fois que la vérité a des jambes sous elle. L'agression était filmée et vue par des centaines de témoins. Il n'existait aucune version des 48 heures suivantes qui ne finit pas avec le sergent Brennan devant une commission. L'inculpation fut prononcée avant la fin de la journée. Le tampon de révocation d'accès fut annulé en moins d'1 heure. La signature du lieutenant apeuré dessus, maintenant un petit désastre personnel à expliquer. Puis le reste se défit. Parce que la cruauté est rarement un fil unique. Tirer sur Brennan, tirer sur tout ce qui y était attaché. Un schéma émergea. Holloway n'avait pas été le premier jeune que Brennan avait traqué pour s'amuser. 2 autres se firent connaître, une fois que ce fut sans risque. Et un sergent-chef qui avait discrètement classé leurs plaintes dans un tiroir au lieu de les faire remonter, découvrit que les tiroirs ne restent pas fermés éternellement. Whittaker remit la vidéo du couloir et une déclaration écrite de sa propre écriture carrée. Le caporal Carver, le secrétaire, vint témoigner de lui-même avec le dossier de la plainte falsifiée, la mention de sécurité sans aucune preuve dessous. Et Carver le fit en sachant que ça lui coûterait quelque chose vis-à-vis des Marines supérieurs qui s'étaient appuyés sur lui. Et il le fit quand même. Ce qui est une forme de courage à part entière. Le sergent-chef qui avait enterré les rapports fut démis de ses fonctions avant la fin de la semaine. Et Danny Holloway, 19 ans, 3 semaines de flotte, presque brisé par un homme qui aurait dû le construire, fut sorti de la voie de coupe et placé sur une trajectoire entièrement différente. Sutton l'affecta comme estafette au bureau des opérations du bataillon, sous Whittaker, là où une jeune recrue aux nerfs solides et avec une dette à régler pouvait devenir quelque chose. Whittaker jeta un œil à l'affectation et comprit ce qu'elle était. Un cadeau. Pour eux deux.
Le vieil homme avait passé 7 ans à devoir une voix qu'il ne pouvait pas rembourser. Et voilà que la voix lui confiait un garçon apeuré à protéger. C'était la seule forme de paiement qu'une dette comme la sienne pouvait jamais accepter. Brennan comparut devant une commission. La ceinture de combat rapprochée ne le sauva pas plus que les 2 années à régner sur une pièce, parce qu'il s'avéra qu'une pièce dirigée par la peur se souvient de chaque minute, à la seconde où la peur s'en va. Et beaucoup de Marines qui avaient ri sur commande découvrirent que leur souvenir s'était soudainement éclairci, et que leur témoignage s'était soudainement allongé. Le lieutenant qui avait contresigné la révocation sauva sa carrière de justesse, et apprit à bon compte une leçon que d'autres hommes paient au prix fort. Et la femme qui avait absorbé tout cela sans lever la main devint, à la fin de la semaine, tout simplement leur officier supérieur, en uniforme, marchant dans les locaux. Désormais connue. Regardez bien ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait, parce que c'est tout l'enjeu. Elle n'a jamais levé la main. Pas au comptoir, avec le plateau par terre. Pas avec une paume ouverte en travers du visage devant le monde entier. Pas une seule fois. Elle n'en a pas eu besoin. La vérité allait franchir cette porte sur ses 2 jambes, à son heure à elle, et se dresser devant tout le monde. La seule question, depuis le début, était qui se tiendrait où quand elle le ferait. Si ça résonne juste en vous, si vous avez déjà attendu et tenu votre registre droit pendant que quelqu'un de plus bruyant menait la pièce, alors vous savez déjà quoi faire de ce sentiment, et vous savez déjà où est le bouton. 2 jours plus tard, après le changement de commandement, après le passage des couleurs, après que le bataillon fut le sien en fait comme en titre, le lieutenant-colonel Sutton marcha seul jusqu'au mur du souvenir, au bout des quartiers du bataillon, dans la dernière lumière du jour. Elle trouva le nom sans chercher, sergent-major Raphaël Vega. Elle posa 2 doigts sous lui, légers, les 2 mêmes doigts, le même poids, et elle resta là pendant que le ciel passait de l'or au gris. « Je les ai, Raphaël. » Elle le dit doucement, au mur, au nom, à l'homme qui était reparti. « Je les ai maintenant. » Son téléphone vibra contre sa hanche. Une ligne sécurisée. Elle regarda l'écran. C'était une chaîne de caractères qui se résolvait en un salut que seule une poignée de personnes encore en vie connaissaient. Et un indicatif qu'elle avait porté à un service funèbre 3 ans plus tôt, et pleurait comme mort. Grey Wolf. En dessous, une seule ligne. Aidan, quand tu seras prête, Ironclade. Elle relut 2 fois. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle ferma l'écran, et elle regarda vers l'est, au-delà du mur, de la ligne d'arbres, du noir qui montait, vers une ville portuaire qu'elle n'avait pas encore vue et qu'elle savait désormais qu'elle verrait. Puis elle ajusta sa casquette, se retourna et marcha vers les couleurs, et vers le bataillon qui était enfin pleinement le sien. Chaque soldat porte une histoire que peu entendent un jour. Écoutez avec votre cœur. Merci d'être resté et d'avoir regardé.